Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous suivre chaque semaine. Je suis ravie de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce journal hebdomadaire du samedi 4 juillet. Notre belle ville sous un autre jour vu du ciel. Les travaux prévus rue du Pont-Fourneau et Carrefour de l'Europe. La future exposition Tout va bien, Monsieur Matisse, au musée Matisse. Le déconfinement à l'IME. Un petit point sur la situation au cimetière. Une rencontre musicale avec des professeurs de musique. Pour votre plus grand plaisir, nous sommes allés à la rencontre de Régis Kenson, pilote de drone chevronné. Il nous offre une vue exceptionnelle de notre belle ville du Cateau, des images à vous couper le souffle. Reportage, Bruno Villain et Claude Delcourt, qui, je crois, ont pris leur parachute. Chers amis, bonjour. Alors, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas forcément, mais vous avez vu ces images, Régis Kenson. C'est quelqu'un qu'on voulait vous faire découvrir, un passionné de l'image. Alors, Régis, bonjour. Bonjour. Alors, tu nous as fait découvrir la ville du Cateau à travers, je dirais, ton drone ou tes drones, je dirais. Première question, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette activité ? Alors c'est un parcours de vie en fait qui vous emmène vers l'image aérienne. Et alors l'imagerie aérienne qui a plusieurs difficultés. Déjà, il faut faire voler une machine. Ensuite, il faut rentrer une image à l'intérieur et il faut qu'elle soit cohérente pour raconter une histoire. Donc, on est en plusieurs dimensions et c'est, je dirais, un côté assez technique et jouissif quand on arrive à un résultat comme la vidéo que nous avons faite pour le Cateau. Alors, le Cateau, pourquoi le Cateau ? Parce qu'en fait, je trouve que cette ville est magnifique. Je l'ai toujours trouvée très belle. Ma femme est originaire de Le Cateau, elle est catésienne, elle est née à Le Cateau. Et à chaque fois que je venais ici, je regardais ces bâtiments, surtout quand j'arrive de Cambrai, en fin de journée, que le soleil tape dans les tours du beffroi et de l'église. Et quand je voyais ça, je disais, bon sang, ce serait chouette d'avoir des images vues de là-haut. Et puis, un concours de circonstances a fait que je me suis payé un drone. Et puis, dès que j'ai eu mon drone, je me suis arrangé avec la ville de Le Cateau, avec la gendarmerie de Le Cateau, et j'ai pu donc réaliser ces images. Alors, c'est pas le tout d'avoir un drone, c'est qu'il faut avoir l'habilitation, oui. Ce qui est très compliqué. Comment ça se passe ? Alors, lorsque l'on veut déjà faire de l'imagerie aérienne, il faut déjà avoir la certification de l'aviation civile. Il faut passer un examen. En fait, vous avez déjà une première formation. Vous passez ensuite un examen, qui est un examen très sérieux, très difficile à obtenir. Et une fois que vous avez ça, eh bien vous déclarez en tant qu'exploitant. Et à partir de là, lorsque vous voulez intervenir dans une commune, ou surtout dans une commune, parce que dans la campagne, il n'y a pas forcément de déclaration à faire. Bon, vous déclarez, mais on vous dit, là, c'est pas la peine de déclarer, parce que bon, il n'y a pas de danger majeur. Mais par contre, dès que vous arrivez dans une commune, ou alors lorsque vous voulez filmer des gens, un groupe de personnes, et bien là il vous faut déclarer ça sur un site internet spécifique de l'aviation civile. Vous déclarez ça, ensuite ça part à la préfecture, vous avez l'autorisation qui revient vers vous 5 jours avant le tournage, et puis je dirais le mieux c'est d'aussi avertir la ville et la gendarmerie locale, parce que vous êtes autour de sites historiques qui coûtent cher. Le drone peut avoir un crash. Vous pouvez aussi avoir un problème parce que le drone a une défaillance et ça tape sur quelqu'un. Il est blessé. Vous devez être assuré parce que ça, c'est la priorité aussi. Et avec tout ça, eh bien, vous pouvez prétendre faire des images dans une ville. Bien entendu, tout en respectant la vie privée des autres. Donc, pas filmer n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, et surtout pas les gens. Alors, on parle de drone, mais on parle d'image. Apparemment, dans une vie antérieure, tu as fait du cinéma. Oui, alors j'ai fait 15 ans de cinéma-spectacle. Alors je suis passé par tous les stades. J'ai commencé par le showbiz. J'ai été donc l'un des assistants d'une Claudette de Claude François pendant quelques années. Ensuite, j'ai pris des cours de théâtre. Je suis passé au théâtre. De fil en aiguille, j'ai fait une création de chaîne qui s'appelait Grand Tourisme, une chaîne de télévision qui diffusait sur Astra. Et j'ai aussi été correspondant pour Canal+.
Canal Jimmy, du groupe Canal+. Et j'ai quelques reportages que j'ai réalisés moi-même qui sont passés sur cette chaîne. Alors c'est pour ça que finalement le fait d'allier le drone et puis connaître un petit peu ce que c'est que l'image, tu as un œil averti. Oui, en fait, de faire de l'image, ça ne s'invente pas. Certains ont du talent, ils ont le sens de l'image, c'est inné. Mais même avec du talent, il y a un travail à effectuer, de l'apprentissage à faire, et puis d'être juste dans la perception des choses. Et ça c'est pas évident. Alors, moi, j'ai ouvert une page Facebook qui s'appelle Cambrésis Vue du Ciel, sur laquelle on peut voir toutes mes images et vidéos. En fait, ça a été pour moi un genre de terrain d'entraînement pour savoir si ce que moi je voyais parlait également aux autres. Parce qu'on croit toujours qu'on fait les choses bien, mais c'est pas sûr. Donc, après avoir eu tous les retours, dont le Cato. Là, le Cato, ça fait 18 000 connexions et 13 000 vues à peu près. C'est beaucoup. Donc là, je me suis dit, bon, ça marche, quoi. Alors, qu'est-ce que tu utilises comme matériel pour filmer et pour voler? Pour voler, donc j'ai un petit drone d'entraînement. Alors ça, celui-ci, il est hyper léger. Il est géolocalisé par GPS. Celui-ci, ça me permet de garder la main en fait sur le vol. Il y a une toute petite caméra qui est ici. Et cette caméra, prend une image qui est pas jolie, mais suffisante pour s'amuser et puis faire quelques photos d'un paysage, je dirais, tout à fait banal. Mais bon. Et ça vole à combien de Alors, de hauteur? celui-ci va à peu près 80 mètres d'altitude. C'est très bien, hein, 200 mètres de distance. Et puis, il a à peu près les mêmes fonctions qu'un gros drone professionnel. Comme il est géolocalisé par GPS, il peut rester en stationnaire comme ça, même si vous ne touchez pas aux manettes. Et puis, une fois que vous touchez, après, vous avez les réactions. Alors, évidemment, faire attention au vent, parce que ça, c'est léger. Trop léger, peut-être. Trop de vent. Instable. Voilà. Donc il faut faire ça soit en fin de journée, soit en matinée, très tôt le matin quand il n'y a pas de vent. Ça c'est l'idéal. Ensuite, la grosse bête. Ça c'est la machine qui a donc filmé le Cato. Donc là on est sur du drone professionnel, en image haute définition, 4K en vidéo et puis HD en photo. Et vous avez une carte mémoire, vous avez une grosse capacité en carte. Et puis celui-là donc va à 6000 mètres d'altitude. 6000 mètres. Formellement interdit, bien entendu. Ouais. Parce que la course à l'échalote, c'est ça. C'est de se dire, celui-là va à 8000, celui-là. C'est interdit. Maximum, c'est combien? 150 mètres. D'accord. Et ensuite, il peut aller également à 5 km de distance. Formellement interdit aussi. C'est 1 km maximum avec autorisation. Sinon, c'est 200 mètres ou 150 mètres. Enfin voilà, c'est selon l'endroit où nous situons. Par contre, là, il est beaucoup plus stable que l'autre. Alors celui-ci, il peut voler avec un vent important, sans aucun souci. C'est déconseillé, bien entendu. Nous, on a des réglementations pour voler avec un vent, avec une fourchette de valeur, mais par un vent assez important. Alors le drone va se mettre sur le côté comme ça, mais il ne bougera pas d'un centimètre. Voilà. Et voilà. Donc, avec le drone, il y a une grosse télécommande, qui est celle-ci. Alors cette télécommande, si vous avez vu la vidéo de Le Cato, le reportage qui avait été fait au mois d'août, vous voyez tout ça, vous déployez les antennes, vous mettez une tablette ici, et toutes les commandes sont là, quoi. Voilà. L'autonomie, elle est de combien? Alors l'autonomie par batterie, c'est à peu près 20 minutes quand on travaille beaucoup. C'est-à-dire que plus on prend de l'image, plus on va loin, plus il y a du vent, la batterie évidemment a une autonomie différente. Alors, avec un vent faible et puis des images photos sans faire de vidéo, etc., plus de 20 minutes. Et quand on fait vraiment de la vidéo, là, c'est entre 15 et 20 minutes. Mais c'est déjà pas mal. Alors, j'ai 3 batteries. Sur 1 heure de temps, je fais du boulot, quoi. Alors, après, il y a la partie montage, qui n'est pas anodine. Parce que c'est bien d'avoir des images. Il faut prendre les meilleures, il faut faire une sélection. Et surtout, raconter une histoire. Alors, quand on parle de vidéos comme on a fait pour le Cato, après, il y a des vidéos professionnelles pour l'agriculture, pour la sécurité. C'est notre concept. C'est des choses que moi, je fais aussi. Mais donc, on ne traite pas les choses de la même façon. Mais lorsqu'on veut raconter une histoire, il faut déjà visionner tous les rushs. Et ensuite se dire, voilà, ça je prends, ça je jette. Et puis ensuite mettre un fond sonore pour que les gens soient embarqués vers ce que l'on veut leur montrer, en fait. Le Cato, par exemple, moi j'ai découvert la piscine.
l'ancienne piscine au bout de la rue de la Digue. Quand je me suis élevé un peu et que j'ai regardé c'est extraordinaire. Et heureusement que vous l'avez gardé. Vous voyez, donc, et c'est sous tous ces petits trésors-là qu'on essaie de montrer lorsque l'on fait une vidéo d'une ville. Alors, tu as commencé comme amateur, mais maintenant, c'est vraiment du professionnel. Voilà, donc j'ai monté une entreprise qui s'appelle Drone Imagerie Service. Elle est donc basée à Clary. J'ai un site internet qui est drone-imagerie-service en un seul mot.com. Et puis vous pouvez me suivre aussi sur Cambrésis Vue du Ciel sur la page Facebook. Mais donc, mon activité a démarré au 1er juin. Merci. Tout nouveau. Oui, c'est tout nouveau. Merci d'en parler. Je vous ai offert toute une banque d'images parce que et à la ville aussi, à Le Cateau, parce que j'avais ça en stock sur mon ordinateur. Je trouvais dommage de ne pas s'en servir. Donc, je vous en ai fait don pour que vous puissiez vous l'exploiter. Et ça me fera plaisir de les revoir par vos supports à vous. Bah là, déjà, pendant qu'on parle, Cécile, je sais qu'elle les passe. Et quand on voit le drone, moi, ce qui m'a plu le plus, c'est quand tu décolles et puis que tu montes devant chaque monument, c'est extraordinaire. Et la piscine, c'est pareil, c'est extraordinaire. Ah oui, alors, j'avais une difficulté quand même et que je n'avais pas mesuré parce que c'était le matin. J'étais venu un mois d'août, le matin. Personne dans les rues, on sécure à fond. Hein. On ne vient pas en pleine période d'influence. Voilà. Donc gendarmerie avertie, la mairie avait donné son accord, tout allait bien. Je monte au beffroi, et c'est pour ça d'ailleurs que je ne stationne pas beaucoup au beffroi, parce que je voulais faire le coq en fait, enfin, tout en haut il y a un symbole. Et en montant, il y a toute une flopée de pigeons qui est sortie. Il y en a énormément. Et là, quand vous êtes avec le drone qui est à la hauteur des pigeons et que je sais pas combien il y en a, 50 pigeons sortent du beffroi, alors vous dites, allez, je monte à 200 mètres parce que là, ils iront pas. Puis après, il fallait jouer avec la rotation des pigeons pour pouvoir redescendre sans se prendre un pigeon. Oui. Vous voyez, c'est des petits détails donc on ne mesure pas. La dernière fois, c'était à l'abbaye de Vaucelles, c'était des corbeaux. C'est pas mieux. Il y a toujours quelque chose. Et j'ai un ami, lui, il a fait ça au bord de mer, et c'est un goéland qui a attaqué son drone. Vous voyez, il y a toujours... donc, il faut toujours tout anticiper avant de faire décoller un drone. Même pour quelqu'un qui a un drone de loisir. C'est-à-dire le petit drone là, qui a l'air de rien, qu'on veut faire voler. Anticipez tout. Anticipez, voyez jusqu'où vous voulez aller, la hauteur que vous souhaitez aller. Alors la hauteur raisonnable pour quelqu'un qui fait du drone de loisir dans une ville, c'est pas au-dessus des toits. Vous voyez, donc il peut faire ça dans son jardin, personne n'embêtera. Par contre, il ne faut pas aller voir chez le voisin. C'est une règle. Alors ma boîte est ouverte, j'ai des demandes de prix déjà, et puis il y a de la communication qui est sortie sur La Voix du Nord, une autre qui va ressortir sur le journal de la région, les Hauts-de-France, et puis je démarche pas mal aussi les productions de fiction cinématographique et également l'agriculture, parce que l'agriculture a besoin de beaucoup d'images agricoles vues du ciel. J'en avais fait une d'ailleurs, c'était une vidéo sur les potirons, ramassage de potirons, et les gens étaient bluffés de voir comment ça fonctionnait, quoi. Et vu d'en haut, c'est encore une autre dimension, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces renseignements. On va suivre l'évolution et puis bon courage, bonne chance dans cette aventure. Et encore merci à la ville de Le Cateau parce qu'elle m'a permis de faire ces belles images. Merci à Beffroi Vision parce que vous étiez là le jour du tournage des images et vous êtes toujours là lors de ma création d'entreprise. Donc je vous remercie beaucoup. C'est normal. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je sais que lorsque l'on parle de travaux, en général, pour certains d'entre vous, cela ne vous transporte pas de joie. Moi, la première. Mais c'est pour la bonne cause, si je peux dire. Ces travaux ont pour but d'améliorer la circulation rue du Pont de Fourneau, d'atténuer la dangerosité du carrefour de l'Europe et de faciliter les écoulements d'eau. Bruno Manel, maire adjoint chargé des travaux et de l'urbanisme, Sylvie Claire, conseillère départementale, et Philippe Mérès, responsable routier de l'arrondissement de Cambrai, vous font le détail sous l'œil attentif de Claude Delcourt. Donc nous sommes réunis aujourd'hui en la salle Jules Mériot pour informer les riverains de la rue du Pont-Fourneau et du carrefour de l'Europe en réunion publique pour leur exposer les travaux qui vont être faits dans leur quartier. Donc au niveau de la commune,
La partie qui nous incombe, c'est la rue du Pont-Fourneau. Donc rue du Pont-Fourneau, des travaux qui vont durer à peu près une semaine et qui sont au début du mois d'août, donc pendant les vacances scolaires, avec la réfection de la chaussée, la réfection aussi par Noréade avant des adductions de l'eau, puisqu'il y a encore pas mal de tuyaux en plomb. Et sur la grande partie de transformation, ce sera au niveau du Pont-Fourneau, où il n'y aura plus de pavés, et on va faire un enrobé pour que les eaux pluviales puissent s'écouler beaucoup mieux. Bon, on a bien vu le résultat, malheureusement, des pavés, c'était esthétique, c'était joli, mais il y avait toujours des flaques d'eau qui stagnaient, et avec une grande nuisance, et surtout pour les piétons qui étaient dans le secteur à ce moment-là. Donc voilà la partie du Pont-Fourneau, la rue du Pont-Fourneau qui était le premier point. Le deuxième point, donc, c'était l'aménagement du carrefour de l'Europe, où là je vais passer la parole à Sylvie Claire, puisque c'est un projet du département. Alors bonjour à tous. Oui, en effet, on a fait un peu d'une pierre deux coups avec justement la municipalité pour la rue du Pont-Fourneau et le projet départemental en fait eu égard au transfert de voirie, qui s'est fait suite donc à l'ouverture du contournement en 2017. Donc il y a eu des échanges entre la municipalité, les élus du département, les techniciens et de la ville et du département pour justement se mettre d'accord sur ce transfert de voirie. Aujourd'hui, les parties transférées donc, et qui deviennent départementales sont pour notre secteur en tout cas le boulevard Pature, le carrefour de l'Europe et l'avenue Simone Veil, et les plus gros aménagements en fait vont être faits sur le carrefour de l'Europe, puisqu'il va y avoir des aménagements à la fois sécuritaires et des aménagements également on va dire pour aérer en fait tout ce secteur et puis le moderniser également. Sur ce qui est du boulevard Pature et de l'avenue Simone Veil, ce sont plutôt des enrobés en fait et des réfections de chaussée justement pour l'entretien. Voilà ce qui a été présenté aujourd'hui, sachant également que sur ces aménagements sécuritaires et donc sur cette adaptation, il y avait plusieurs scénarios qui avaient été réfléchis et pensés par les équipes départementales. Et nous nous sommes donc mis d'accord après plusieurs temps de concertation et nous avons choisi une scénario. Nous avons choisi la scénario qui justement apportait des modifications mais ne venait pas avec une transformation flagrante en fait du carrefour de l'Europe et de ses voies entrantes et sortantes. Donc voilà moi ce que je pouvais dire. Dire aussi que c'est une procédure qui est tout à fait, qui en tout cas fait écho et qui fait suite donc au contournement, et que c'est quelque chose qui est tout à fait normal et légitime, ce transfert de voirie, puisqu'il faut maintenir donc un itinéraire pour les poids lourds et pour les véhicules légers. Et en fait, ça passe également par le fait qu'il y ait eu la requalification du centre-ville interdisant le passage des poids lourds au sein du centre-ville du Cateau. Voilà ce que je peux vous dire, et je vais passer la parole donc à Monsieur Mérès, qui est notre technicien du département et qui connaît parfaitement le sujet. Bonsoir, Monsieur Mérès Philippe, responsable de l'arrondissement routier de Cambrai. Effectivement, dans le cadre de ces transferts qui ont été conventionnés avec la municipalité, il fallait effectivement que l'on puisse proposer un itinéraire qui puisse permettre la circulation des poids lourds, notamment pour transport et livraison. Cet itinéraire, il était déjà tout tracé, si je peux m'exprimer de la sorte, dans la mesure où il existait déjà, il était déjà emprunté. C'est bien sûr l'avenue Simone Veil, le boulevard Paturle, en empruntant bien sûr le carrefour de l'Europe. L'objectif pour nous, nos services, était d'étudier effectivement cette opportunité, de rendre cet itinéraire beaucoup plus sécurisé et donc de l'aménager et de l'adapter. Ce soir, donc, la réunion publique, l'objectif pour notre service, c'était de présenter effectivement ce projet
qui a été donc étudié. Il y avait effectivement 2 scénarios. Il y avait donc la première proposition qui a été retenue par la municipalité, sur laquelle effectivement on s'est attardé un petit peu plus ce soir. Et puis il y avait une deuxième version qui considérait effectivement l'aménagement d'un giratoire, mais qui peut se présenter sans doute un petit peu trop de contraintes. Donc les travaux d'aménagement consistent effectivement à mettre un tapis d'enrobé avec des réparations localisées sur le boulevard Paturle et l'avenue Simone Veil. Et au niveau du carrefour en lui-même, c'est bien sûr de le sécuriser par l'aménagement d'îlots. D'un côté, on supprime certains îlots que l'on considérait comme dangereux, et à contrario, d'en réaliser d'autres pour mieux canaliser la circulation et puis mettre l'accent sur les déplacements doux, à la fois pour les piétons, les cyclistes, mais également pour les collégiens, sachant qu'il y a un collège à proximité. L'ensemble de ces travaux serait donc réalisé, si tout se passe bien, fin septembre, 3e semaine de septembre. Aujourd'hui, on est en train de préparer ce qu'on appelle la commande publique. Il faut trouver des entreprises qui puissent répondre à ce genre de marché et puis qui soient disponibles également, ce qui n'est pas toujours le cas, compte tenu de la situation actuelle. Et la durée des travaux, on l'estime à peu près à 6 semaines, sachant qu'on va s'organiser de manière à éviter d'occasionner trop de gêne auprès des usagers. C'est ce qui a été donc expliqué ce soir. On a mis des plans à disposition. Il y a eu pas mal de questions qui ont été posées. On a, je pense, répondu à l'ensemble des questions et surtout, on a pu, à mon avis, éviter les interrogations et les inquiétudes des riverains. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors moi, je vais revenir sur la rue du Pont-Fourneau. Donc la rue du Pont-Fourneau, là, c'est une enveloppe municipale, hein, c'est 37 000 euros. C'est l'entreprise Eiffage qui s'occupera de la réalisation des travaux et qui a été retenue lors des offres qui ont été faites par les entreprises du secteur. Et au niveau du département, donc 850 000 euros pour tout le chantier. Par contre, Monsieur Mérès, peut-être que vous pouvez nous phaser un petit peu plus, justement, étape par étape. Je peux phaser, effectivement, pour le boulevard Paturle et Simone Veil, le tapis d'enrobé avec les réparations préalables, on est sur un montant d'à peu près 450 KE. Sur le carrefour de l'Europe en lui-même, donc sa sécurisation et le développement du cheminement doux, on est de l'ordre de 280 KE. Ensuite, dans les transferts qui ont été conventionnés, on doit remettre en état également les routes départementales qui vont être transférées dans le patrimoine communal. Donc on s'est engagé à faire des réparations préalables pour un montant de 75 KE. Et enfin, toujours dans l'opération de transfert, il y a la rue de la République qui doit être également restaurée pour un coût de 80 KE. Seulement partiellement, tout à fait, c'est très bien de le préciser. C'est-à-dire là où Noréa doit intervenir, on attend donc leur planning pour savoir quand est-ce que nous, le département, on pourra finaliser les travaux de réparation de cet itinéraire partiellement. Comme nous l'annonce Lily Père, régisseuse des collections du musée Matisse, dans le reportage qui suit, l'exposition « Tout va bien, Monsieur Matisse », malgré le chamboulement qu'a provoqué le Covid, aura bien lieu à partir du 11 juillet jusqu'au 17 janvier prochain. Cela vous laissera le temps de la contempler, recontempler à volonté. François est allé voir comment se déroulait la livraison des œuvres. Alors donc je suis Lily Père, régisseur au musée Matisse du Cateau-Cambrésis. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'exposition Tout va bien, Monsieur Matisse, qui ouvre le 11 juillet prochain, nous avons réceptionné les œuvres, une partie des œuvres qui ont été emballées et livrées par la société LP Art, qui est une société spécialisée dans l'emballage et le transport d'œuvres d'art. Et donc voilà, nous avons du coup accueilli une partie de ces œuvres-là qu'il va falloir maintenant déballer, constater pour vérifier que leur état de conservation n'a pas bougé pendant le transport. Et puis ensuite, l'équipe chargée de l'accrochage procédera du coup à l'accrochage des œuvres dans l'espace de la salle d'exposition temporaire. Alors, je vous vois avec un masque. Est-ce qu'il y avait des procédures particulières aujourd'hui ? Alors oui, effectivement, nous prenons des mesures sanitaires pour garantir la sécurité des agents qui travaillent ici et des prestataires avec lesquels on travaille. Donc les transporteurs étaient eux aussi masqués. Nous respectons bien sûr les distances lorsque cela est nécessaire et possible. Alors parfois pour l'accrochage, c'est un petit peu plus compliqué quand on doit accrocher un tableau à deux. La distance est un peu difficile à respecter, mais dans ces cas-là, on porte forcément un masque. Et puis on se lave régulièrement les mains. Il y a du gel hydroalcoolique disponible pour les agents et pour les prestataires extérieurs qui viennent effectivement au musée.
Alors, je vous ai vu très attentive. Est-ce qu'il y a eu un problème aujourd'hui? Non, on n'a eu aucun problème. Nous prenons effectivement des précautions particulières quand on réceptionne des œuvres, c'est-à-dire qu'on a une liste de colisage, puisque chaque œuvre est numérotée, porte un numéro, ce qui nous permet de vérifier à l'arrivée, de lister et de vérifier que toutes les œuvres sont bien arrivées et ont bien été livrées comme elles devaient l'être par le transporteur. D'accord. Alors là, on en est à la réception. Oui. On en est à quoi par rapport à l'exposition? Alors, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais il y a déjà une partie des œuvres qui avait été livrée par un autre prestataire, par une galerie en fait qui nous prête des œuvres pour l'exposition. Donc, une partie des œuvres a déjà été accrochée. Donc, on en est à peu près à la moitié du montage. Et donc, voilà, là, il reste à déballer, constater et accrocher les œuvres qui sont arrivées aujourd'hui. Donc, on en est à peu près à la moitié du processus du montage d'exposition. D'accord. Ensuite restera les finitions, les petits détails, c'est-à-dire le lettrage à poser au mur, la pose des cartels, voilà, toutes ces petites finitions, l'éclairage aussi qui est très important, qui permet de finaliser complètement l'exposition avant son ouverture au public. Comment s'est déroulé le confinement pour vous et le déconfinement ? À l'IME du Cateau, 24 jeunes sont restés confinés dans l'enceinte. Monsieur Olivier Goffard, directeur de l'IME Le Bois-Fleuri, nous raconte comment il a géré cette période particulièrement anxiogène. Voilà, alors aujourd'hui c'est le conseil de vie sociale, donc c'est un lieu d'instance qui permet aux jeunes, aux jeunes et aux familles de s'exprimer sur le fonctionnement de l'établissement. Donc c'est un lieu d'échange entre des représentants des jeunes, donc qui ont été élus démocratiquement par l'ensemble des jeunes ici présents et qui représentent chacun des unités. Et pareil au niveau des familles, des représentants des familles qui sont présents. Et le but c'est d'échanger sur le fonctionnement de l'établissement, les choses améliorées, les choses qui fonctionnent, parce qu'il faut le dire aussi, quand ça fonctionne, il faut le dire. Mais le but, c'est d'apporter une prestation de qualité aux jeunes qu'on accompagne et qu'on accueille ici au Cateau. Bon. Et ils sortent contents d'ici, je suppose. Voilà, puisqu'il y a toujours ce moment convivial. Alors avant, là, vous voyez effectivement, c'est la fin de ce CVS où chaque fois un buffet est produit et fabriqué, donc par les jeunes de l'IMPRO, avec l'éducatrice ici présente, de l'atelier restauration. Donc voilà, on met en application le travail qui est produit au sein des ateliers et qui permet ici de présenter ce buffet à l'ensemble des partenaires présents aujourd'hui. Donc ça met en valeur aussi le travail qui est réalisé, le travail de fond qui est fait toute l'année dans ces ateliers professionnels qui, pour certains, envisagent de travailler, par exemple, dans la restauration. Donc là, vous verrez peut-être tout à l'heure si vous interviewez un jeune qui envisage de faire des stages en restauration et pour plus tard devenir peut-être salarié d'une entreprise dans ce domaine. Bonjour Célestin. Bonjour. Alors, dis-moi, Célestin, tu fais partie du CVS, toi? Oui. D'accord. Alors, de quoi vous avez parlé aujourd'hui? On a parlé de l'impact contre le coronavirus. D'accord. On a parlé pour ceux qui veulent pour le CVS, donc les objets qu'ils veulent. Les jeunes voulaient des tablettes. D'accord. Parce qu'ils n'en avaient pas. D'accord. Et des city-stades, un nouveau panier de basket, d'accord. Réparer le terrain de foot, Ouais. et puis on a montré le diaporama avec tout le monde dans les cages. D'accord. Et pendant le confinement, tu n'étais pas ici, toi? Non, j'étais chez moi. Alors, qu'est-ce que tu as fait de beau chez toi? Moi, j'ai fait YouTube, j'ai créé une application, D'accord. j'ai créé un jeu, j'ai reçu mon diplôme CAP vente. Ah ouais? Ouais. Et puis c'est tout. C'est tout? Ouais. Bon. Alors, qu'est-ce que tu vas faire après ici? Je vais essayer de travailler chez Aldi au Cateau. D'accord. Ok, écoute, on te souhaite une bonne chance. Ouais. Bon, allez, à bientôt. À bientôt. Bon, si nous quittons le CVS, comment a été géré ici le confinement? Alors voilà, effectivement, comme
comme beaucoup, nous avons été impactés par le confinement, avec la particularité, c'est qu'ici, il y a un internat permanent, donc un internat de 24 jeunes pour qui ils ont été présents tout le temps. Donc en fait, depuis le 16 mars, les jeunes sont restés ici dans l'établissement, alors que les autres jeunes qui viennent tous les jours, ce qu'on appelle les jeunes de l'accueil de jour et de l'internat de semaine, eux, pendant les premiers mois du confinement, n'ont pas pu se présenter à l'IME puisque les recommandations de l'ARS l'interdisaient. Voilà, donc on a dû jongler à la fois sur une présence de jeunes ici et d'autres jeunes à domicile, mais pour lesquels on a continué un accompagnement, alors évidemment différent, puisque les premières semaines c'était plutôt sous forme d'appels téléphoniques pour prendre des nouvelles des familles et puis des jeunes. Et puis très rapidement, on a pris l'option d'aller à la rencontre des familles et donc avec des déplacements à domicile. Donc dans un premier temps, c'était plutôt au pas de la porte, puisque il y avait quand même des consignes sanitaires importantes et au fil du temps, on a pu rentrer au domicile pour mettre en place des activités, des prestations de rééducation ou autres. Voilà, donc pour essayer de répondre au maximum aux besoins des jeunes, parce que les jeunes exprimaient toujours les mêmes besoins, même si l'établissement était fermé. Donc on a innové, on a innové dans les prestations qu'on a pu apporter, mais c'était vraiment très bénéfique. On a des retours très positifs des familles qui ont apprécié ces passages au domicile, et puis pareil du côté des professionnels, c'était une autre manière de travailler avec un regard un peu différent, une approche différente, puisque le domicile n'est pas l'établissement. Donc des familles qui se sont exprimées différemment, qui ont ouvert volontairement aussi leurs portes, et on a pu avoir des échanges qui changeaient de l'ordinaire en dehors du contexte ici institutionnel. Donc il y a une relation différente qui s'est installée et qui a été bénéfique pour l'ensemble des professionnels et des enfants. Voilà. Bon, après le déconfinement, quel est le pourcentage des jeunes qui sont revenus? Alors ici, on a pratiquement, sur les 142 jeunes inscrits à l'agrément, on a plus de 110 jeunes qui sont revenus. Donc vraiment, on est à la marge de ceux qui ne sont pas rentrés, certains pour des raisons familiales, mais d'autres aussi pour des raisons un peu de santé, donc avec des contre-indications de médecins traitants qui ne recommandent pas un retour. Mais dans l'ensemble, il y a une très très grande majorité de jeunes qui sont rentrés au fil du temps. Mais là, depuis effectivement ce lundi, tout le monde est rentré. Voilà. Donc le travail se poursuit normalement. Voilà, on espère retrouver une vie normale, entre guillemets, même si on est toujours contraint à quelques consignes sanitaires imposées par les autorités de tarification, par le ministère de la Santé et de la Solidarité, et puis un petit peu de l'Éducation nationale aussi, pour des recommandations sont émises. Mais dans l'ensemble, on peut dire que on reprend sereinement et petit à petit les activités se remettent en place. Et peut-être un petit mot à tous ces encadrants. Bien sûr, parce que si on a pu continuer cet accompagnement aussi bien au domicile qu'au sein de l'établissement, puisqu'une fois de plus, des jeunes sont restés ici confinés, donc c'est un grand professionnalisme de l'ensemble des professionnels qui ont répondu présent et qui nous ont permis d'assurer cette continuité. Il y a eu des marques de sympathie aussi des enfants ici qui ont remercié l'ensemble du personnel. Il y a un moment là, je pense que vous avez vu en traversant ici le Cateau, chemin de montée, une grande affiche qui remerciait l'ensemble des personnels. Donc il y a eu pas mal de marques de sympathie qui se sont exprimées, et on continue encore à remercier puisque entre autres la commune a mis aussi à disposition une salle pour permettre les accompagnements hors les murs. Et il y a une rencontre qui est bientôt prévue et qui va permettre aussi aux jeunes de remercier ces actions qui ont été mises en place pour nous permettre de continuer nos accompagnements pendant le confinement. Donc un grand merci aussi à la municipalité qui a apporté son soutien dans ce moment très particulier. Bon, alors la conclusion vous revient? Eh bien, la conclusion, c'est que nous allons sortir plus fort de cette situation, parce qu'on a aussi appris beaucoup sur la manière de fonctionner, de re-questionner nos pratiques. Et j'espère que par la suite, on sera encore au plus près des familles. C'est le but, plus près des familles, répondre une fois de plus aux besoins des jeunes. On est là pour répondre aux besoins des jeunes. Donc c'est à travers ces moments difficiles qu'on s'aperçoit qu'une solidarité peut être mise en place, et aussi si tout le monde s'y met, on peut faire des belles choses ensemble. Donc c'est plein d'espoir pour l'avenir.
Pendant le confinement, aller se recueillir au cimetière a été compliqué. C'est dans ces moments-là où on ressent encore plus le besoin de se reconnecter à nos proches disparus. Guy Druenne, conseiller municipal délégué chargé du cimetière, nous explique comment se sont déroulés les événements lors du confinement et il vous informe des nouvelles consignes sanitaires à respecter découlant du Covid-19. Alors ici nous sommes au cimetière, alors comment s'est passée la période de confinement? Quelles étaient les réglementations spécifiques? Eh bien, ça s'est passé pour le plus simple du monde. Il n'y avait aucune attestation qui interdisait de venir au cimetière communal. Il n'y avait pas d'arrêté municipal qui avait été établi par la municipalité. J'en avais discuté avec monsieur le maire et monsieur le maire il était tout à fait de mon avis. On laissait le cimetière ouvert, tout en sachant que pendant le Covid-19, il y avait des attestations de sortie, des dérogations d'une heure. Donc les gens pouvaient se rendre au cimetière sur la tombe de leur chair, de leurs défunts, voilà. Alors est-ce que quand même il y avait quand même des choses à respecter, par exemple l'utilisation de brocs d'eau, ce genre de choses? Il y avait des consignes qui avaient été données. Effectivement, les brocs d'eau, le gardien avait veillé à ce qu'ils soient remplis, tout simplement, et que les gens, lorsqu'ils avaient terminé, qu'ils devaient aussi le passer sous l'eau et le remplir pour les suivants. Alors et maintenant que maintenant, le gardien a continué le même principe. Les gens se servent et dès qu'ils ont terminé, ils remettent normalement le broc ou l'arrosoir à sa place et ils le remplissent d'eau pour les personnes suivantes. Alors au niveau des enterrements, comment ça se passait? Alors là, c'est plus complexe au niveau des enterrements. D'ailleurs, je tiens à remercier les pompes funèbres du Cateau, que ce soit monsieur Delay, monsieur Vallée. Ils ont été très professionnels à ce sujet, tout en sachant qu'au cimetière, lors de l'enterrement, il y avait logiquement pas plus de 20 personnes qui devaient se rendre sur les lieux du cimetière, Et là, on est revenu donc à un mode classique. Oui, nous sommes revenus à un mode classique, oui, tout à fait. Alors il faut savoir aussi que le cimetière a été fermé quand même pendant 8 jours pour des suites d'entretien, pour des travaux également. Donc je tiens à préciser que le cimetière a quand même été fermé 8 jours, mais pas à cause du coronavirus, mais tout simplement pour effectuer des travaux de grande importance et d'entretien. Et il faut... À ce sujet, je remercie le gardien qui, lui, tous les matins et tous les soirs, venait ouvrir et fermer les portes du cimetière. Je tiens à préciser également, parce qu'on m'a fait beaucoup de reproches à ce sujet, que les toilettes près du bureau du gardien étaient fermées. Effectivement, lorsque le gardien n'est pas présent, les toilettes sont fermées, tout en sachant qu'il y a des toilettes au milieu du cimetière et que là, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, auparavant, il n'y avait que ces toilettes qui servaient. Donc maintenant, avec les toilettes qui se trouvent près du bureau du gardien, c'est un plus. Je tiens à préciser quand même aussi que les gens, lorsqu'ils vont aux toilettes, il y a des rouleaux, malheureusement. Je sais bien qu'il y avait une pénurie, mais les rouleaux de papier toilette, ils disparaissaient. Les arrosoirs également. Les florifores aussi, ils disparaissaient. Donc voilà, c'est triste, il y a un manque de civisme, mais c'est comme ça. Donc il y a quand même pas mal de vols dans le cimetière. Pas plus ni moins qu'auparavant, mais malheureusement, nous constatons qu'effectivement, il y a toujours plus ou moins des gens très mal intentionnés, Alors il y a aussi quelques petites choses à mettre au point par rapport au columbarium. Là aussi, parce que sur le columbarium, il y a une porte qui diffère des autres. Effectivement, elle est noire, mais il ne faut pas y voir quelque chose de notre part. C'est tout simplement qu'il y avait une urne à l'intérieur de ce columbarium, de cette case, et que la famille a récupéré pour partir dans le sud de la France. Alors la porte, évidemment, elle portait le nom du défunt,
Nous l'avons donc démontée et c'est une porte provisoire en attendant que les marbriers poncent cette porte pour effacer le nom qui est inscrit. Mais évidemment, ça reviendra comme auparavant, quoi. Alors donc, y a-t-il des travaux de prévus ou des aménagements prévus dans les prochains mois? Pour des travaux, il y en a toujours, que ce soit pour le gardien, de taille de haies, la pose de mettre des cailloux, de balayer les allées. En ce qui concerne la municipalité, oui, il y a toujours aussi la pose de grillage qu'on doit effectuer dans le fond du cimetière. Mais sinon, et puis certainement également la remise en pâture du calvaire. Voilà. Alors là, nous sommes dans un carré militaire. Alors qui fait l'entretien de ce carré? Alors là, c'est une bonne question. Ce sont pas nous, ce n'est pas de notre ressort. Ce sont une entreprise qui travaille pour les Anglais et qui viennent entretenir et embellir ce site. Je tiens encore une fois, j'en profite, de le féliciter parce qu'il fait un travail monstrueux, pas toujours récompensé, parce que des fois les gens l'interpellent, ne sont pas toujours gentils avec lui, mais ça c'est les aléas du boulot. Il faut savoir qu'on vit dans une société où maintenant tout est acquis, donc je suis désolé, mais le gardien n'est pas là pour pour avoir des représailles, tout simplement il fait son travail et s'il y a quelque chose, il faut soit venir à ma permanence ou passer en mairie, tout simplement. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est la 4e semaine que Beffroi Vision, à travers sa nouvelle rubrique, vous propose de découvrir chaque semaine un ou plusieurs instruments de musique proposés à l'apprentissage à l'école municipale de musique. Cette fois-ci, la guitare et la batterie sont mises à l'honneur. Notre Claude Delcourt est parti prendre un cours auprès de Éric Boudaille et Jean-Louis Pamard, professeurs de musique. Bonjour, je me présente Éric Boudaille, prof de guitare à Le Cateau depuis 1989. Donc ça fait déjà un bail. Et j'ai fait mes études principalement au Conservatoire de Valenciennes, voilà, où j'ai eu mes prix formation musicale, instruments, perfectionnement. Donc j'ai une classe qui vivote. Cette année, c'est une classe de 18 élèves. J'ai très peu d'adultes, essentiellement des enfants. La méthode utilisée, c'est une méthode qui a été faite par un des profs de Lille, qui s'appelle Thierry Tisserand, qui est très ludique. Il y a un CD à l'intérieur, on peut jouer soit avec l'élève, souvent je joue avec l'élève sous forme de duo, soit l'élève a charge pour lui de rejouer avec le disque. Et la méthode est très progressive. Le premier recueil, en fait, il est axé sur 1 an, et le deuxième recueil pour les 2 années qui suivent, donc l'ensemble du cursus 3 ans. Mais vraiment sympa, avec des choses très actuelles en termes de sonorité. La guitare se présente, ça c'est le modèle classique, c'est-à-dire que tout est en bois, voilà, il n'y a pas de cordes métalliques. Et je dirais même plus que l'assemblage des différentes pièces ne réside à la colle, au collage. Voilà. Il existe aussi un modèle qui est enseigné ici dans les ateliers pour faire ce qu'on appelle des accompagnements, des accords, où les cordes peuvent être en fer, donc c'est ce qu'on appelle le modèle folk. Voilà. Mais là, hormis les petites barrettes ici qui déterminent les cases, c'est les seules pièces en fer avec les mécaniques, voilà, qui nous servent à régler les différents sons, voilà, pour accorder la guitare. C'est les seules pièces métalliques de la guitare. La guitare classique, en fait, elle se présente, il y a 19 cases, et à chaque fois qu'on appuie sur une corde, précisément, ben voilà, donc c'est ce qu'on appelle, voilà, un chromatisme. On va de demi-ton en demi-ton,
tel un petit peu le pianiste qui joue une touche blanche, une touche noire, une touche blanche, une touche noire, et on continue comme ça, voilà, etc. 19 cases, donc la note la plus aiguë c'est un si. Voilà, et la note la plus grave c'est un mi. Voilà. Et l'accordement de la guitare c'est mi, la, ré, sol, si, mi. Voilà. Donc on peut jouer, soit faire une mélodie archi connue, enfin logiquement on n'a pas le droit de la jouer, cette mélodie, puisqu'elle s'appelle Jeux interdits. Voilà, soit on fait que la mélodie, ou voilà, on peut faire aussi l'accompagnement. Je repars, toujours la mélodie avec l'accompagnement. Je termine justement, c'est ce qu'on appelle un accord. Voilà. C'est ce que font mes ateliers en fait. Ils peuvent faire des choses en fait. Qu'est-ce que c'est un accord en fait? Ça veut dire qu'on apprend le positionnement savant de différents doigts, voilà, à différents endroits, et qui nous donne certains accords. Par exemple là, accord de mi mineur, accord de do, accord de sol, accord de ré. Voilà. Et qui peut faire des choses plus actuelles, on va dire. Par exemple, Zombie, les Cranberries. À bientôt. Bonjour, je suis Jean-Louis Pamard, je suis professeur de percussion à l'école de musique du Cateau. La percussion, c'est l'ensemble des instruments sur lesquels il faut frapper pour faire un son. Donc ici, vous avez un exemple avec l'instrument qui est le plus connu des percussions, qui est la batterie. Alors, je suis prof ici depuis quelques années à l'école de musique du Cateau. Mon parcours musical, eh bien, c'était le conservatoire de Valenciennes pour démarrer. Ensuite, le conservatoire de Douai, en classe de percussion toujours. Je suis allé ensuite sur Paris en classe de vibraphone, jazz, au CIM. Et en pédagogie musicale, eh bien, j'ai été formé à l'université de Metz en pédagogie et à Lille 3 aussi en pédagogie musicale. Voilà. Alors, première question, qu'est-ce qu'une batterie? Alors une batterie, c'est un ensemble d'instruments. Batterie, ça veut dire ensemble d'eux. Il y a des batteries classiques, il y a des batteries jazz. Celle-ci s'appelle la batterie jazz. Elle a été conçue, on peut dire qu'on l'a conçue, mais elle a été inventée par des musiciens noirs américains à la Nouvelle-Orléans dans les années 1875. On se situe à peu près autour de cette date-là, tout simplement parce qu'à cette époque-là, un monsieur a eu l'idée d'inventer un système de pédales pour jouer la grosse caisse, qui est le plus gros tambour, avec le pied. Donc à cette date, on s'est dit, la batterie, elle a commencé à exister. Au départ, la grosse caisse était jouée à la main par un musicien. Un autre musicien jouait la cymbale sur cette grosse caisse, donc en fait, il faisait comme ça. Il y avait un autre musicien qui, lui, jouait du tambour dans les fanfares. C'était essentiellement des fanfares de rue. Et le fait de mettre ces instruments-là au pied, eh bien, ça libérait les mains. Ce qui fait que le musicien a pu jouer en même temps la grosse caisse et les cymbales Charleston et la batterie, la caisse claire.
donc ces 3 instruments de départ donnent la base de la batterie. On a ensuite, donc c'était pour des fanfares New Orleans. Ce rythme-là a évolué sur ce qu'on a appelé le jazz. Le jazz, c'est dans les années plutôt 1900 que c'est arrivé, juste avec ce rythme qui s'appelle le shabada. Et le shabada, on le joue sur la cymbale. Alors c'est le shabada, shabada. Et le shabada est accompagné par Charleston qui donne un rythme qui se balance sur les 2e et 4e temps. Voilà, ça c'est la base. Et ensuite, le reste, la caisse claire, elle s'amuse à accentuer les rythmes, à donner des impulsions, à faire danser un petit peu le rythme de cette base du shabada. Ensuite, les 3 tomes qui ont été rajoutés, c'est pour faire des breaks, on appelle ça des breaks, entre les cycles de 4-8 mesures. Le musicien fait une relance. C'était le rythme jazz, et le jazz a évolué sur ce qui est les formes plus rock, plus binaires, et on arrive à des rythmes qui ressemblent plutôt à ça, toujours avec la première base de batterie, grosse caisse, Charleston et caisse claire, on a déjà un rythme de rock. Ce rythme-là, ensuite on utilise les tomes pour faire les breaks et on utilise la batterie de façon complète avec cette formule-là de 4 tomes, grosse caisse, Charleston et cymbale. Quelques mots. Alors j'ai une question, que faut-il pour être un bon batteur? S'entraîner. La coordination, savoir... Oui, quand on démarre ici, déjà on apprend la tenue de baguette, comment frapper. Ensuite, on va très vite apprendre à servir du pied droit, la grosse caisse, coordonner le mouvement sur la cymbale et la discussion. Moi je dis toujours aux élèves, la grosse caisse elle va discuter avec ta caisse claire. La cymbale souvent elle fait un rythme qui est toujours le même. Comme ça. La difficulté c'est déjà de superposer ces sons là et ensuite de les varier. Et ça vous apporte quoi de faire des percussions, de jouer un instrument? C'est du plaisir. Parce qu'on joue au départ tout seul, mais le but c'est de jouer avec d'autres musiciens. La batterie, souvent il lui faut un bassiste, ou alors un contrebasse à cordes, et ensuite un pianiste pour tous les éléments harmoniques, mélodiques, et un soliste, trompette, saxo, trombone, ce que l'on veut au-dessus pour des formules jazz. Après les formules rock, il y a les guitares électriques qui se rajoutent. Et on va sur différents styles en musique actuelle, on va dire. Aussi bien à jazz, qui n'était plus une musique actuelle, le jazz, mais on le compte dans les musiques actuelles, le jazz, le rock,
les musiques afro-cubaines, etc., etc. Et tout ce qu'on peut inventer et jouer autour de ces instruments. Et ça vous apporte quoi d'enseigner à l'école de musique du Cateau? Ah ben, moi j'adore. Ce qui me plaît le plus, c'est d'avoir un élève, de le démarrer, et au bout de 6-8 ans, me rendre compte qu'il est pratiquement autonome, et puis il va pouvoir jouer, puis s'amuser aussi à son tour dans des groupes qu'il va créer, etc., etc. Donc vous invitez des personnes qui n'ont pas encore joué de la batterie à venir ici? Ah oui, bah, s'ils en ont le souhait, oui, qu'ils n'hésitent pas, on est là pour ça. L'école de musique, elle est ouverte toute l'année, normalement, de septembre. On suit le rythme scolaire, du mois de septembre jusqu'au mois de juin. Et il y a un cours une fois par semaine d'instruments. Et ensuite, le reste du temps, c'est à l'élève à s'entraîner avec les conseils que je lui ai donnés, les partitions, les morceaux à travailler. Et toutes les semaines, on corrige ce qui ne va pas, puis on va comme ça en s'améliorant, on se construit tout doucement. Voilà. Mais il n'y a pas que la batterie aussi comme percussion. Non, ça c'est l'élément le plus connu, c'est la batterie. Il y a aussi des claviers percussion. Puis il y a aussi le djembé, tout ça, je crois. Alors le djembé, oui, le djembé c'est les tout petits. Je fais cours aux tout petits, enfin les tout petits c'est les maternelles grands CP, les 6-7 ans. Eux, ils démarrent ici, je les prends au djembé. En fait, c'est plus de l'éveil musical que du djembé. On ne fait pas que du djembé. On fait beaucoup de jeux par rapport à la musique pour que le corps s'habitue à ressentir aussi la musique, à sentir la pulsation, et pour ensuite se retrouver avec un instrument et savoir gérer ce qu'on appelle les notions de base en musique. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Voici maintenant quelques nouvelles brèves. Tout d'abord, un communiqué de la médiathèque. La médiathèque se réorganise à l'arrivée de l'été. Après plusieurs semaines de fermeture et de fonctionnement au ralenti, ils ont constaté avec satisfaction un net retour du public dans leurs locaux. La bibliothèque s'est adaptée pour cet été. Suite aux derniers épisodes caniculaires, elle ouvrira au public de 9h à 13h du 7 juillet au 29 août. La médiathèque sera fermée du 4 au 15 août. Pour les lecteurs de presse, vous pouvez désormais emprunter les derniers numéros qui ne sont plus accessibles en salle. Afin de faciliter les recherches de nouveautés dans le catalogue en ligne, les mangas ont été dissociés des bandes dessinées comics. Du fait de la fermeture, de nombreux documents ont été acquis ces dernières semaines en BD, littérature, adulte ou DVD. La médiathèque vous invite à consulter le catalogue en ligne. N'hésitez pas à réserver en ligne. En raison de la mise en quarantaine, il n'est pas toujours évident de trouver les nouveautés en rayon. Enfin, les membres du personnel de la médiathèque tiennent à vous remercier, vous, public, qui vous montrez respectueux et compréhensif des mesures d'hygiène en vigueur. Concernant la déconstruction de l'ancien Logimob, suite à la démolition de l'ancien magasin Logimob, l'entreprise Eiffage va procéder à des travaux de confortement. Afin de mener à bien ce chantier, la circulation et le stationnement seront interdits du mardi 7 juillet 6h au mercredi 8 juillet 18h, puis du mercredi 15 juillet 6h au jeudi 16 juillet 18h. Cet arrêté s'applique à la rue Charles-Sédoux, section comprise angle rue des Digues et angle rue de la République. Ces travaux vont occasionner des perturbations. Néanmoins, nous sommes convaincus que ces réalisations amélioreront considérablement votre cadre de vie. Merci de votre compréhension. Voilà pour les nouvelles brèves. Je profite de l'occasion pour faire une annonce bien personnelle. Je fais appel à votre bienveillance. Je recherche un emploi dans le domaine administratif et le contact humain. Si vous connaissez une personne qui a besoin de personnel, contactez-moi par le biais de la messagerie Messenger Catifago, s'il vous plaît. Merci pour votre aide. Voilà, votre journal est terminé. Je vous quitte avec regret, mais I'll be back. Vous pouvez nous retrouver tous les jours de cette semaine lors de nos multiples rediffusions et sur le net, bien évidemment. Si vous avez aimé ce journal ou les commentaires de la présentatrice un peu déjantés,
Alors n'hésitez pas à nous écrire un petit commentaire courtois et poli sur notre page Facebook. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Allez, bisous bisous.